Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre nombre rationnel et nombre irrationnel. L'objectif principal sera juste de voir la différence. C'est quoi la définition? C'est quoi un nombre rationnel? C'est quoi un nombre irrationnel? Mais on ira dans une forme de construction, c'est-à-dire que nous allons essayer un peu de parcourir les ensembles en commençant par n au fur et à mesure jusqu'à ce que l'on définira l'ensemble des nombres irrationnels. Alors, je vais le faire dans une certaine logique où nous allons voir les insuffisances de chaque ensemble, pourquoi il est important de travailler dans un ensemble beaucoup plus grand. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ceci est un cours de première année, donc un cours vraiment, voilà, au début du cours d'analyse de la première année. Je partage mon écran. Voilà. Donc, nous sommes ici. Nous allons parler des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Je vais commencer par l'ensemble n. L'ensemble n est un ensemble qui est connu depuis la classe de sixième. C'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, vous avez tous les nombres, tous les entiers, voilà. Entier naturel signifie qu'il n'y a pas un nombre négatif ici, il n'y a pas un nombre à virgule, il n'y a pas de décimaux. En tout cas, tout est entier. Maintenant, ici, on se rend compte que si on associe à cet ensemble la loi plus, donc on met n plus, ce que l'on obtient, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, avec le plus, quand je prends deux éléments A, B dans N, la somme A plus B appartient à N. Et ça, c'est bon. Donc, à chaque fois que j'aurai un ensemble où la loi, donc le plus s'appelle aussi loi, où la loi vérifie ceci, on dit que la loi est interne. Interne, pourquoi? Parce que quand je prends deux éléments du même ensemble, leur somme est encore dans l'ensemble, donc c'est interne. Voilà, donc plus est une loi interne dans N, et donc N est formidable, je peux bien manipuler l'addition avec N, mais N a un problème. C'est quoi le problème de N? C'est que les opposés n'appartiennent pas. Ça veut dire que si A appartient à N, moins A n'appartient pas à N, en dehors de 0. Alors, l'opposé, c'est aussi l'inverse. On appelle ça aussi inverse. En fait, opposé, inverse, c'est par rapport à la loi. L'inverse par rapport à plus, c'est l'opposé. C'est moins A. Donc, nous nous rendons compte que si A appartient à N, son inverse n'appartient pas à N, nécessairement. Et donc, ça, c'est un problème qu'on a. Ça veut dire que l'ensemble N vient avec des insuffisances qui ne nous permettent pas de contrôler les inverses. Donc, il est important de travailler avec un ensemble beaucoup plus grand dans lequel les ensembles seront, les inverses plutôt par rapport à l'addition seront prises en compte. Donc, dans ces conditions, donc n est ici, n c'est 1, 2, 0, 3. Nous allons ajouter à n tout ce qui est négatif dans n. Donc, on a moins 1, moins 2, moins 3, voilà, ainsi de suite, et nous allons obtenir ce qu'on appelle par z. Donc, z, ça va donc être n, vous prenez le nombre négatif et vous ajoutez n. Et ce que vous remarquez, c'est que ici, les éléments de z sont donc de la forme moins 2, moins 1, 0, 1, 2, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous vous rendez compte que quand vous ajoutez, quand vous mettez l'addition à z, ben, le problème qu'on avait dans n ne se pose plus. Parce que tout ce qu'on prend dans n, dans z, son inverse par rapport à l'addition est aussi dans n. Donc son opposé est dans n. Et dans z plutôt. Ça, c'est formidable. Et avec z, on peut même aller beaucoup plus loin. Nous intéressons aussi à point. L'addition, la multiplication joue aussi un rôle très important. C'est-à-dire que les éléments de Z, quand j'ajoute, euh, quand je les multiplie entre eux, je trouve encore un élément de Z. Je peux balancer l'addition et faire la distribution de l'addition et la multiplication. Ça se passe bien. Donc Z ici, c'est quelque chose de beaucoup plus parfait, de beaucoup plus intéressant. Et cet ensemble a un nom. Il s'appelle un anneau. Et cet anneau
est formidable. C'est un anneau qui joue un rôle très important dans ce qu'on appelle par l'arithmétique. Voilà. En arithmétique ou en théorie des nombres, ce Z est très utilisé, il joue un rôle très important et généralement, voilà, il remplit beaucoup de, en tout cas, il remplit beaucoup de cases. C'est un anneau vraiment qui est utilisé. Le problème de cet anneau, c'est que la multiplication, pendant que de l'addition ici, on a vu que les inverses par rapport à l'addition appartenaient. On a un problème avec la multiplication, les inverses par rapport à la multiplication n'appartiennent pas toujours. Donc, le problème de Z, c'est quoi? C'est que si A appartient à Z, son inverse n'est pas nécessairement dans Z. C'est ça le problème. C'est-à-dire que 2 appartient à Z, mais un demi n'appartient pas à Z. Voilà le problème que vous avez dans Z. Et ça, c'est un problème très sérieux. Ça nous empêche de faire certaines opérations dans Z. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans Z à cause de ça, à cause de cette limite, à cause de cette insuffisance. Donc, ce qu'on va faire, ça veut dire que quand on va revenir ici, on aura peut-être besoin d'un ensemble beaucoup plus grand ici, dans lequel on pourra mettre les éléments de la forme A sur B, avec A élément de Z et B élément de Z trouvé de 0. Donc, ici, nous allons définir Q, qui sera donc l'ensemble A sur B, tel que A appartient à Z, B aussi appartient à Z. Mais attention, il faut éviter que B soit égal à 0, sinon c'est la catastrophe. Voilà. Et donc, dans ces conditions, Q, l'addition formidable, la multiplication impeccable, et les éléments de Q sont appelés les rationnels. Et Q ici a une structure algébrique. Q algébriquement s'appelle un corps. Donc, dans Q, tout ce qu'on sait, c'est que si A appartient à Q et que A est différent de 0, alors nécessairement moins sur 1 sur A aussi appartient à Q. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui a cette propriété-là. Donc Q, tout élément non nul a un inverse par rapport à la multiplication. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Si je dis que X appartient à Q, ça veut dire que je suis en train de te dire que X est de la forme A sur B, avec A appartenant à Z, B aussi appartenant à Z, au privé de 0. OK. Et ça ne s'arrête pas là même, parce que A sur B, vous savez, les fractions sont toujours irréductibles, hein. Si vous faites une opération, vous travaillez et vous trouvez 4 sur 6 et vous encadrez ça, vous aurez 0. On vous dira que vous n'avez pas simplifié, il faut toujours mettre 2 sur 3. Donc, quand vous avez simplifié votre fraction, vous vous rendez compte que le PGCD de ces deux-là, c'est égal à 1. Donc, le PGCD de A et B égale à 1. Voilà. C'est ça qu'on appelle un élément à partir avec. OK. Alors, donc Q m'a l'air très intéressant. Q a l'air parfait. Maintenant, je vais me poser une question. Est-ce que l'équation admet une solution non Q? Ça, je ne sais pas. Donc, tout ce que je sais, c'est que X, la solution, c'est X égale à plus ou moins racine carrée de 2. Mais est-ce que ça appartient à Q? Ça, je ne sais pas. Et ce qui est bien en mathématiques, c'est qu'en mathématiques, il n'y a pas d'affirmation gratuite. Donc, tout ce que vous dites, si ce n'est pas clair, vous devez le démontrer. En mathématiques, on n'affirme pas des choses comme ça. Pour que quelque chose soit vrai, cette chose doit avoir une démonstration. Vous devez le prouver, vous devez convaincre les gens avec des outils mathématiques. C'est comme ça que les mathématiques fonctionnent. Donc, si on n'a pas trop d'arguments pour montrer que la racine carrée de 2 appartient à Q ou n'appartient pas à Q, mais la seule façon de faire est de faire une preuve mathématique. Donc, nous allons faire une preuve mathématique, mais le problème, c'est que je ne sais pas
si ça appartient à Q ou si ça n'appartient pas à Q. Donc, je vais faire une méthode qu'on appelle la méthode par l'absurde. L'absurde signifie quoi? Je vais supposer que quelque chose est vrai et je travaille avec des hypothèses selon lesquelles c'est vrai. Si j'aboutis à une contradiction, ça veut dire que la chose n'est pas vraie, elle est fausse. C'est ça le raisonnement par l'absurde. C'est ce que nous allons faire. Donc ici, nous allons supposer que la racine carrée de 2 appartient à Q. Si l'on suppose que la racine carrée de 2 appartient à Q, alors Q est rationnel. Donc, alors, la racine carrée de 2 est de la forme A sur B. Et est de la forme A sur B signifie quoi? Ça signifie que le PGCD de AB égale à 1. Et A et B sont dans Z, bien sûr. Ça, c'est parce que j'ai supposé que ça appartient à Q. Et ça c'est ça mon hypothèse. Alors, donc, puisque ça, c'est la conséquence, je vais l'élever au carré. Donc, je l'élève au carré, j'ai 2 égale à 4AA. 2A au carré, oh là là, égale à A au carré sur B au carré. Ce qui implique que 2B au carré est égal à A au carré. Alors, dire que A au carré égale à 2B au carré, très important, cela signifie que A au carré est un nombre pair. Parce que c'est 2 fois quelque chose. Mais non, A au carré est pair. Est-ce que ça veut dire que A est pair? Ça, je ne sais pas. Est-ce que lorsque A au carré est pair, ça implique automatiquement que A est pair? Je ne sais pas trop. Oui, peut-être. Mais est-ce que j'ai des... Si on me demande, si je dis oui, si on me dit pourquoi, je n'ai pas trop d'arguments pour justifier ça. Donc, ça aussi, je dois démontrer. Je vais montrer, je suppose que il peut arriver que A au carré soit pair et que A soit impair. Je le suppose. Si j'aboutis à une contradiction, ça veut dire que c'est faux. Donc, je vais faire une preuve à l'intérieur ici. Je vais faire la preuve en bleu peut-être. Supposons que A au carré est pair et A impair. Ça, je le suppose vrai. Est-ce que c'est possible? Alors, ça veut dire que si je suppose ça, ça veut dire que A est de la forme 2K plus 1, comme il est impair. Ça veut donc dire que je peux le prendre au carré. Je vais au carré, je vais avoir donc, enfin, vous savez, ça vous multipliez au carré, vous élevez, il est resté remarquable, vous finirez par avoir 2 en facteur, facteur de 2K au carré, plus 2K, plus 1. Lui, je vais l'appeler par K'. Donc, ça me donne 2K' plus 1. OK? Et vous vous rendez compte que 2K' plus 1 est impair. Et donc, ça n'a pas de sens parce que ce que ça veut dire, c'est que si A au carré est pair, A est impair n'a aucun sens parce que si A est impair et de cette forme, son carré sera un nombre impair, ce qui contredit le fait que A au carré est pair. Donc, c'est une contradiction. En fait, cette contradiction signifie tout simplement que ça vient juste confirmer ça. C'est-à-dire que si A au carré est pair, cela implique automatiquement que A est pair. Parce qu'il n'est pas possible que A au carré soit pair et que ça A soit impair par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Donc, ça veut dire que A est pair. Je garde ça. Mais si A est pair, ça veut dire que mon A
peut s'écrire sous la forme 2K. Si A s'écrit sous la forme 2K, ça veut dire que A au carré s'écrit sous la forme 4K au carré. Et ça, c'est très important parce que plus haut, j'avais vu ici que A au carré est égal à 2B au carré. Donc, dire que A au carré est égal à 2B au carré, je vais ajouter 2B au carré ici. Ça veut donc dire que je peux simplifier par 2 ici pour avoir B au carré égal à 2K au carré. Ça veut dire que B au carré est pair. Ce qui signifie que B aussi est pair. C'est ça, on l'a déjà montré. Ok. Donc, je me retrouve dans une situation, je mets ça en rouge pour conclure, dans une situation où B est pair, où A est pair, mais le PGCD de AB égale à 1. Ça n'a aucun sens. Si A est pair, B aussi est pair, leur PGCD est au minimum 2. Donc, le fait que par hypothèse, le PGCD égale à 1 et que je finisse par trouver que A est pair, B est pair, contradiction. Contredit le fait que le PGCD de AB égale à 1. Ça, c'est une contradiction. Ça veut dire que, supposer que A, racine carrée de 2, soit de cette forme-là, nous conduit à une contradiction. Donc, la racine carrée de 2 ne peut pas être de cette forme-là. Donc, la racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B avec A dans Z, B dans Z aussi. Donc, la racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Il n'appartient donc pas à Q. Ok. Alors, donc, on va faire une définition. C'est donc quoi un nombre qui n'appartient pas à Q? On appelle nombre irrationnel, tout réel, X qui n'appartient pas à Q. OK. Donc, un nombre irrationnel, c'est un nombre réel, mais qui n'appartient pas à Q. Ça veut donc dire quoi? Nous avions commencé avec n ici. Nous sommes allés dans Z là qui est plus grand. Après, on a introduit Q qui est beaucoup plus grand. Après, on a introduit un nombre beaucoup plus grand, un ensemble beaucoup plus gros, ce qu'on appelle R. Mais R est tellement riche, c'est que dans R, il y a des messieurs de cette forme. Il y a un autre sous-ensemble de R ici. Et lui ici, c'est la partie de R qui n'appartient pas à Q. Ça, c'est l'ensemble des nombres irrationnels. Donc, en fait, R, c'est quoi? R, c'est tous ceux qui sont dans Q et vous ajoutez tous ceux qui sont dans R mais qui ne sont pas dans Q. C'est ça, R. OK. Donc, les éléments qui appartiennent ici, vous avez la racine carrée de A, où A n'est pas parfait. A n'est pas un carré parfait, bien sûr. Vous avez pi, vous avez le nombre de l'heure, vous avez beaucoup d'autres choses. Voilà, ça sont les nombres qui sont irrationnels. Donc, voilà, c'est ça. Donc, un nombre rationnel, rationnel fait appel à Q. Rationnel, ça veut dire qu'il appartient à Q. Irrationnel, ça veut dire qu'il n'appartient pas à Q. Voilà, c'est ça. Très bien, la vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi. De temps en temps, si j'ai le temps, je m'intéresserai de plus en plus aux problèmes de la première année. Voir un peu, dans la prochaine vidéo, on va voir peut-être, je ne sais pas, on va voir quelque chose, soit entre le min et le inf, le sup et le max, des choses comme ça. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi et à très bientôt.